Le paisible port de La Ciotat va dans quelques secondes être sérieusement perturbé lorsque le superpétrolier Franche-Comté va sous vos yeux prendre possession de son élément, non sans mal pour les riverains. Dans ce port aux dimensions réduites et certes plus propice à la pêche, le lancement du Franche-Comté peut être considéré comme un véritable exploit technique. Des géants des mers sortant d'une toute petite ville de pêcheurs, c'est le destin hors norme de La Ciotat, ancré sur la côte d'Azur, à quelques encablures de Marseille. Fruit de l'amour des hommes pour la navigation et pour la mer Méditerranée, le chantier naval de La Ciotat a donné naissance à des navires légendaires. Mais il a aussi forgé un état d'esprit fraternel et une âme de résistance. Nous, La Ciotat, on ne peut pas parler de La Ciotat si on ne parle pas des chantiers navals. Nos chantiers, c'est notre patrimoine, c'est ce qui a fait que La Ciotat est ce qu'elle est à l'heure actuelle, c'est ce qui a fait que cette ville, elle a grandi avec ses habitants. Ces milliers d'ouvriers qui ont œuvré des heures et des heures, des années, qui ont donné leur cœur, leur peine, leur joie dans ces chantiers navals. Face aux guerres et aux grands bouleversements économiques de ce monde, les ouvriers ont lutté pour que vive leur chantier. Il a fallu des millions d'années pour que ces falaises de galets abruptes se forment et surplombent la baie de La Ciotat. Une frontière vertigineuse amarrant le destin des habitants non pas côté terre, mais vers la mer. Dans cette ville de pêcheurs et de navigateurs, les hommes ont au fil des siècles développé leur savoir-faire dans la construction des bateaux en bois. Et c'est en pleine révolution industrielle que la construction navale fait prendre à La Ciotat une vague sans précédent. En 1835, le jeune industriel marseillais est arrivé avec une idée nouvelle, mettre des machines à vapeur sur les bateaux pour leur propulsion, de façon à ce qu'ils aillent plus vite et surtout qu'ils ne soient pas tributaires de la météo. Et on a connu comme ça les premiers bateaux à vapeur construits sur la Méditerranée. Ça a transformé les chantiers et ça a transformé La Ciotat. Les chantiers navals se sont développés d'une façon exponentielle. Les bateaux sont passés de 35 mètres en 1835 à plus de 100 mètres à la fin du siècle. Le bruit est devenu constant avec les bruits particuliers de chaque atelier. Les tôles des coques, tout ce travail du métal, c'était rassurant. Ça signifiait qu'il y avait du travail. Et lorsqu'il est arrivé que des interruptions de production se produisent, le silence était absolument sinistre, étouffant. Pour suivre la cadence, la ville s'agrandit et son cœur se met à pulser au rythme des chantiers. Plus d'1 millier de travailleurs sont employés pour construire les navires. Des ciotadins, mais aussi de nombreux immigrés du sud de l'Europe, faisant de La Ciotat une des villes les plus cosmopolites du littoral. Et c'est tout autour du port, dans le quartier le plus ancien de la ville, que la communauté ouvrière s'installe. La plupart des Ciotadens vivaient dans la ville. Et la ville, ce n'était que des ruelles étroites et sombres comme celle-ci, avec des maisons très hautes, avec 1, 2, 3, 4 étages, qui étaient insalubres pour la plupart. Pour garder l'œil et la main sur les travailleurs, la direction des chantiers bouleverse le mode de vie des classes populaires en inaugurant en 1858 une cité ouvrière des plus modernes à l'intérieur du chantier. Elle sera détruite en 1976 pour agrandir les ateliers de construction navale. Les gens, lorsqu'ils ont eu la chance d'avoir un logement à la cité où les maisons étaient très basses, où les pièces étaient aérées, ça a été pour eux quelque chose d'extraordinaire. De plus, la cité, qui était déjà bien installée avec ses voies rectilignes, c'est elle qui a eu droit en premier lieu à la création du tout à l'égout. Alors qu'ici, il y avait encore une charrette qui passait, il fallait vider sa tinette, etc. Un mode de vie qui va durer plus de 100 ans. La cité ouvrière abrite près de 800 personnes unies par le même statut
est soudée par la même aventure. Tant et si bien qu'elle fait naître chez ses habitants un esprit fraternel et une fierté prolétarienne. Il n'est pas rare qu'un habitant de la cité à qui on offre une promotion à l'intérieur des chantiers navals de la cité, cette promotion, il a refusé. Il ne voulait pas entrer dans la hiérarchie pour garder son statut d'ouvrier et demeurer toujours dans son petit univers de la cité ouvrière. Bonjour. Parmi ceux qui ont grandi dans la cité ouvrière, certains sont retournés dans le quartier ancien de la Ciotat et perpétuent l'esprit communautaire de leur enfance. Alors vous faites une petite fête, vous rassemblez les gens du quartier. Un petit goûter, tu vois. Un petit goûter, c'est très bien. Les chantiers subventionnaient largement le quartier. Et donc il y avait un concours de boules richement doté. Et tous les champions de la région venaient se rendre à la cité parce qu'ils étaient attirés par le prix qui était donné. Et en même temps, c'était la plus belle fête de la ville, avec un très bon orchestre. Ça durait 2, 3, 4 jours. Mais les enfants n'étaient pas oubliés dans cette histoire. Pour les enfants, c'était la liberté, c'était la grande fête, du tout petit au plus vieux. Il y avait de tout, il y avait des manèges, des chanteurs, les balles. Et après ça, les chantiers fermés, c'est les vacances. Mais la plus grande des célébrations se jouait à l'extérieur des murs de la cité pendant le lancement des nouveaux navires. Contrairement aux autres chantiers navals, les paquebots glissaient des cales non pas en direction du large, mais face au quai du Vieux-Port. Lorsqu'un bateau était lancé, il était lancé dans ce petit port. C'était très impressionnant de voir ce mastodonte qui descendait face à la foule, qui regardait ébahi une vague extraordinaire qui submergeait le quai en face. Les boutiques qui étaient au bord, très souvent, se retrouvaient inondées. C'était un spectacle extraordinaire. Il était gratuit en plus. Et dans le fond, c'était un petit peu un remerciement à tous les ouvriers qui avaient participé et qui avaient quand même au cœur un sentiment de fierté en voyant les paquebots, les pétroliers énormes qu'on arrivait à construire dans ce petit port minuscule. Le bal des lancements de bateaux s'ancre dans le folklore des habitants. Mais la Seconde Guerre mondiale va faire prendre à ce petit monde un tournant des plus inattendus. Lorsque l'armée allemande débarque en Provence en 1942, elle décide d'occuper la Ciotat et d'utiliser les futurs navires pour l'effort de guerre. Une île de pin nommée l'île Verte attire leur attention. Elle surgit des flots comme un poste de surveillance naturelle idéal. L'île Verte est une petite île à proximité de la ville de la Ciotat, juste au large, on va dire à la porte des chantiers navals. Et c'est un havre de paix vert, puisque c'est l'île la plus boisée du département des Bouches-du-Rhône. Pour les Allemands, l'île Verte va être un poste avancé stratégique, puisqu'ils avaient vu sur la flotte qui pouvait arriver par la mer, mais aussi sur toute l'aviation qui arrivait. Et en plus, ils étaient protégés par les pins. Et puis aussi, ils avaient équipé l'île Verte de bunkers. Depuis le large, les Allemands surveillent l'activité du chantier naval et la construction d'un paquebot qu'ils rebaptisent le Maréchal Pétain et qu'ils prévoient de lancer au combat. S'ils ont les yeux partout, ils ne voient pas pour autant la résistance qui se met en place dans les chantiers. Les ouvriers ciotadins ne veulent pas construire un bateau qui servirait aux Allemands, donc ils vont utiliser plein de stratagèmes pour ralentir au maximum la construction de ce navire. Donc les stratagèmes, ça va être les ouvriers vont tomber malades, on ne sait pas comment, pourquoi, donc beaucoup d'absence. Les ouvriers sont sous-alimentés, donc là aussi ils ne peuvent pas bien travailler, et ils ne peuvent plus faire de gros efforts. Les équipes de nuit, au péril de leur vie, vont démonter ce que les équipes de jour ont fait et vice-versa. Et donc tout ça va arriver à une certaine forme de résistance, à une vraie résistance qui va ralentir considérablement le travail de la construction de ce fameux bateau, le Maréchal Pétain, pour l'armée allemande. 2 longues années plus tard, quelques jours après le débarquement des Alliés en Normandie, la coque du Maréchal Pétain prend enfin contact avec son élément, échappant de justesse à son destin militaire. Image du temps de paix, image réconfortante.
ce lancement d'un nouveau paquebot français, à l'heure où notre pays connaît tant de souffrances et de deuil, fait naître au fond de nos cœurs une lueur d'espérance. Dans cette France meurtrie par la guerre, plusieurs années sont encore nécessaires pour finaliser la construction du paquebot qui prendra enfin le large en 1949 sous le nom cette fois de la Marseillaise, comme le symbole victorieux d'un nouvel avenir, celui de la reconstruction et des 30 Glorieuses. Alors pour continuer à tanguer sur les flots de la grande histoire, les chantiers navals de la Ciotat vont devoir se diversifier. Les pétroliers prennent peu à peu le pas sur les paquebots, propulsés par l'essor de l'automobile. On est sur la course au gigantisme. Il faut construire des pétroliers de plus en plus importants avec un tonnage de plusieurs milliers de tonnes. C'est vraiment très important. On va jusqu'à 240 000 tonnes. 6 ateliers sont nécessaires pour élaborer à la façon d'un puzzle géant la coque de ces super navires. 2 des nefs, aujourd'hui en friche, sont toujours debout et témoignent de cette époque de tous les records. Dans chaque atelier, on construisait une partie du bateau. Ces ateliers étaient immenses parce que les pièces que l'on construisait à l'intérieur étaient aussi immenses, aussi grandes que ces hangars. Et puis chaque élément allait sortir de ces hangars jusqu'au moment où on les assemblait comme un gros Lego sur la cale de lancement. Et là, la magie prenait, puisque le bateau se formait. Et là, on découvrait un gros paquebot, un navire magnifique. Le vent en poupe, la construction navale de la Ciotat prolonge sa course. Mais elle est freinée par les chocs pétroliers et l'émergence d'une nouvelle concurrence venue d'Asie qui fragilise les chantiers comme jamais auparavant. En 1986, l'arrêt des subventions de l'État pour les chantiers navals entraîne la fermeture du site, au grand désarroi des habitants. Mais l'âme de résistance des ouvriers va à nouveau faire dévier le cours de l'histoire. 105 d'entre eux entament un bras de fer pour empêcher que les pelleteuses n'emportent leur patrimoine industriel. Jean-Claude Julien a mené la lutte aux côtés de ces ouvriers irréductibles en occupant le chantier pendant 6 longues années. Du haut de ses 93 mètres, le grand portique en charge d'assembler les pièces de navires devient le symbole de ce patrimoine à sauver et se réincarne en un poste de surveillance. Il était hors de question qu'on voie démonter le portique. Ah non, ça c'était notre tour Eiffel, je veux dire. De là, tu avais une vue à 360. Quand on faisait la nuit, ben, il y en a certains qui dormaient, mais il y en a d'autres qui tournaient sur le site. Parce qu'on ne savait jamais s'il n'y avait pas les CRS qui allaient venir nous sortir du site. C'était important de le préserver parce qu'il y a 90 générations qui ont travaillé sur ce chantier. Il y a mon père, il y a mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et donc pour moi, c'était inconcevable de laisser fermer ce chantier. Il fallait se battre pour que ce soit industriel. Je veux dire, il ne fallait pas que ce soit des hôtels, des bâtiments, des marinas. La lutte finit par porter ses fruits. En 1994, les chantiers sont officiellement réouverts pour la maintenance et l'entretien des bateaux de haute plaisance, parmi lesquels les plus beaux yachts de notre planète. Les travailleurs portent fièrement au dos le chiffre 105 pour rendre hommage à ceux qui se sont battus et ne jamais oublier que l'union fait la force. Dans le sud de la Bretagne, sur la côte du Morbihan, une lande marécageuse s'est métamorphosée en l'une des cités les plus prospères du royaume au XVIIIe siècle, Lorient. Lorient est le berceau du projet colonial et commercial de Louis XIV, la Compagnie française des Indes orientales, et elle lui doit tout. Orient vient de la destination, c'est la Compagnie des Indes orientales, et donc le lieu dit Orient qui va être utilisé pour qualifier ce site, mais pendant très longtemps, au XVIIIe siècle, on écrivait avec un L'.
Presque intégralement détruite en 1943, la ville martyre défigurée par la Seconde Guerre mondiale ne conserve que très peu de traces de son passé oriental. Mais dans la mémoire collective des Lorientais, cette incroyable épopée maritime vit toujours. Une histoire complexe, pleine d'épices, de soie, de porcelaine, mais aussi de sang et d'hommes arrachés à leur terre. Nous sommes en 1664. Louis XIV poursuit une obsession. Concurrencer les Portugais, les Anglais et les Hollandais déjà bien installés en Asie et y asseoir sa puissance militaire et commerciale. Dans un contexte de guerre permanente, il faut un lieu sûr pour construire et lancer les vaisseaux de la toute nouvelle compagnie que Colbert vient de créer. Plusieurs sites avaient été envisagés, Le Havre, Paimboeuf, Bayonne. Le gros atout de l'Orient par rapport au Havre, c'est qu'on sort directement sur l'Atlantique. Tandis que l'inconvénient du Havre, c'est qu'il fallait traverser la Manche, et la Manche, elle est difficile en raison de la domination anglaise. La rade, c'est très étroit comme entrée, en sachant qu'on entre à ce moment-là avec des bateaux à voile, il faut tirer des bords, et il faut dire que jamais la rade n'a été attaquée par la mer jusqu'en 1940. De plus, l'imposante citadelle édifiée au XVIe siècle par les Espagnols fait déjà office de sentinelle à l'entrée du chenal. Ajoutez à cela l'île de Groix juste en face, rideau de protection supplémentaire pour les attaques ennemies et une main-d'œuvre de pêcheurs et d'ouvriers déjà présente dans la région. Le site est stratégique. Le 24 juin 1666, une concession royale est octroyée à la Compagnie française des Indes orientales qui s'installe sur la lande du Fawédique. Sans le savoir, Louis XIV vient de signer l'acte de naissance de ce qui deviendra l'Orient. En 1666, le 31 août, le directeur de la Compagnie des Indes, Denis Langlois, va faire un peu son Romulus l'Orientais. Il va délimiter au sol le site initial du chantier. L'année suivante commence la construction du Soleil d'Orient, le fleuron de la flotte de la compagnie, avec ses 60 canons et sa capacité de 1000 tonneaux. Près de 3000 hommes sont mobilisés et toute une ville nouvelle se développe autour du chantier. Lorient, la ville surprise, est née. La ville sort du chantier. Ce site de construction va devenir en fait un bourg chantier. C'est-à-dire qu'il va héberger à l'intérieur de ses limites, dans des baraques, ses ouvriers, mais qui va aussi héberger tous ceux qui permettent à une communauté de vivre, tous les gargotiers, différents métiers liés à la nourriture, liés à la construction. Et puis, entre 1732 et 1750, là, on a véritablement l'édification de la cité marchande. De cet âge d'or lorientais, un bâtiment subsiste, unique relique architecturale de la compagnie, l'hôtel Gabriel. Deux pavillons destinés à la vente aux enchères annuelles des marchandises de la compagnie. Donc il y avait eu vraiment la volonté d'avoir un port à la hauteur des ambitions de la Compagnie des Indes, qui n'était pourtant que la troisième par rapport aux Provinces-Unies et puis à l'Angleterre. Contrairement à ses voisins hollandais et anglais, la France arrive tardivement sur un marché déjà très concurrentiel. Mais la compagnie est une affaire d'État, la chose du roi. Pour comprendre ses prérogatives, il faut se rendre au musée de la Compagnie des Indes. Bien caché dans les remparts de la forteresse, il conserve les trésors rapportés par les navires français au XVIIe et XVIIIe siècle.
Quand les Français arrivent, les bonnes positions pour avoir les marchandises sont déjà prises. Donc les Français vont se replier en quelque sorte sur des territoires libres et principalement en Inde. Ils vont faire de Pondichéry, sur la côte est de l'Inde, leur capitale en fait asiatique, leur capitale indienne. Mais il y a aussi les comptoirs du Bengale. Le principal, c'est Chandernagore, qui est sur le fleuve Hoogli. Et puis on a d'autres comptoirs dans le sud de l'Inde, notamment à Yanao. Un peu plus au nord de Pondichéry, c'est Masulipatam. Et puis sur la côte de Malabar, il y a Mahé. Là, c'est pour accéder au poivre. Les expéditions à destination de ces comptoirs, aux noms si exotiques, sont des odyssées extrêmement périlleuses, à l'image de l'un des nombreux voyages du Massiac, un des voiliers partis de l'Orient. Il part en mars 66 de l'Orient, donc ici. Il fait une première étape au bout de 12 jours à Cadix. Là, il va charger des piastres, c'est-à-dire la monnaie qui vient du Nouveau Monde et qui sera échangée en Asie contre les marchandises. Donc, une fois qu'il est à Cadix, il met 4 mois. Donc il fait la Vuelta, le grand tour, il prend les alizés pour rejoindre l'escale de l'île de France, c'est-à-dire l'île Maurice aujourd'hui. Donc la Compagnie des Indes est installée dans les Mascareignes, c'est vraiment son escale sur la route de l'Asie. Donc il y reste 23 jours, puis il repart, il met un peu plus de 2 mois à aller jusqu'au Pondichéry, ils mettent les marchandises à bord. Entre les difficultés météorologiques, une navigation encore balbutiante et le scorbut qui plane sur les équipages, le danger est permanent. Mais le jeu en vaut la chandelle pour le royaume de France, car à la clé se trouvent des biens précieux que seule l'Asie peut offrir. Des épices, du café de Mocha, de la porcelaine de Chine, des laques japonaises, mais surtout ce qui fera la fortune de la Compagnie et de l'Orient, des cotonnades indiennes. Là, il s'agit d'une indienne, donc c'est une toile de coton qui est imprimée de la couleur de la Garance et de l'indigo. C'est un panneau qui permettait de réaliser une jupe. Il y a plusieurs raisons à cet engouement pour les indiennes. D'une part, le matériau, qu'est-ce que c'est ? C'est du coton. C'est une plante originaire de l'Inde. Et en France, par exemple, on ne saura tisser la pleine armure de coton qu'assez tardivement dans le cours du XVIIIe siècle. Et le coton a beaucoup d'avantages. C'est une matière légère, c'est une matière hygiénique parce qu'on peut le laver très facilement. Et puis surtout, ce qui plaît tant aux Européens, c'est les motifs qui sont imprimés. C'est une mode qui est presque virale, qui s'empare de toutes les cours de France. Donc tout le monde veut porter ces textiles colorés, très exotiques, très frais, très beaux. Plus la cour de France se passionne pour l'Asie, plus l'Orient prospère. Sur le bien nommé Quai des Indes, d'anciens hôtels particuliers de négociants construits au XVIIIe siècle témoignent du succès insolent de la ville à son apogée. Mais ses fortunes personnelles et les profits récoltés par les actionnaires de la compagnie, le roi et des financiers parisiens, ne se sont pas faits uniquement sur les ventes de ces nobles marchandises. L'Orient a participé au commerce triangulaire. À partir de 1720, la compagnie obtient en effet un monopole supplémentaire, celui de la traite négrière. Cette Compagnie des Indes, qui a été créée donc en 1664, progressivement a mangé toutes les autres petites compagnies. Elle a mangé la Compagnie du Sénégal, elle a mangé la Compagnie de Madagascar, la Compagnie de la Louisiane. C'est comme une multinationale de la mer. Mais évidemment, cette grosse machine commerciale, ce conglomérat, a besoin d'huile pour fonctionner, a besoin de main-d'œuvre. Alors cette main-d'œuvre, eh bien, elle va être constituée bien sûr de matelots qu'il faut quand même un peu payer, des officiers qu'on paye beaucoup, mais aussi eh bien, des esclaves. Depuis ce même quai des Indes, 152 bateaux quittent l'Orient pour aller chercher de la main-d'œuvre servile en Afrique. Deux routes se dessinent. Depuis la côte ouest africaine, des hommes et des femmes sont raflés en direction des propriétés esclavagistes de Saint-Domingue et de la Louisiane. Depuis la côte orientale de l'Afrique, ce sont vers les comptoirs des Mascareignes, aujourd'hui l'île Maurice et la Réunion, que sont déportés des captifs.
Alors l'estimation, c'est plus de 90 000 esclaves qui ont été déportés. Et on peut partager en gros à 45 000 pour les hommes qui auraient été transportés de l'Afrique aux Antilles, donc dans l'océan Atlantique, et 45 000 pour des hommes qui auraient été transportés aussi du Sénégal, mais aussi du Mozambique, sur les îles Bourbon et sur l'île de France. Lorient devient ainsi le premier port négrier du royaume entre 1723 et 1725, devant La Rochelle ou Nantes, dont la mauvaise réputation est beaucoup plus documentée. Si à l'époque, aucun esclave ne peut poser le pied sur le sol du royaume, la présence d'Africains à Lorient est pourtant bien attestée au XVIIIe siècle. Par un subterfuge, les officiers de la compagnie qui ont droit à des domestiques font baptiser à la hâte, en mer ou à peine débarqués à Lorient, des Africains ramenés de leur voyage. On a retrouvé dans les registres paroissiaux de Lorient 119 noms avec leur origine, leur âge, etc. Et là, on a une image de tout l'empire de la Compagnie des Indes à ce moment-là. Parce qu'il y a des Sénégalais, des Angolais, des Mozambicains, des gens de Pondichéry, de Sumatra. On ramène des gens de partout. Et donc, ces gens-là, on les exhibe avec des beaux costumes ou comme domestiques. Ça fait très chic lors d'un repas d'affaires. Ça fait exotique. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française abolit l'esclavage. La compagnie perd ses privilèges, ses comptoirs indiens et disparaît en 1793. Mais les Lorientais ont bel et bien pris goût à cet exotisme, depuis que le bout du monde ne leur paraît plus si lointain. Dès le XIXe siècle, on consomme quotidiennement du café, du thé et on épice sa cuisine. Aux halles de Merville, le marché couvert de la ville, la chef lorientaise Nathalie Beauvais a ses habitudes. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Écoute, je vais faire une sauce à base de tête de langoustine au carigos. Dans son restaurant ou chez elle, comme aujourd'hui, la cuisinière bretonne perpétue une tradition et sublime fruits de mer et crustacés avec un certain curry, la déclinaison lorientaise du terme curry. Les premières fois que j'ai mangé du carigos, je pense que c'était chez ma grand-mère. Tous les ans, la famille était invitée au repas du dimanche de Pâques et elle faisait des grosses langoustines en cocotte et elle relevait sa sauce au carigos. Cette petite poudre orangée, chère au cœur de Nathalie Beauvais et des Lorientais, est bel et bien locale. Elle a été inventée au XIXe siècle par Monsieur Gosse, un pharmacien de la ville. Alors, quand vous mettez le nez dessus, vraiment dessus, vous avez une forte odeur de girofle, de cannelle. Mais je ne mets pas trop le nez trop dessus parce que c'est piquant quand même. Donc, ça peut faire un petit peu tousser. Ça nous permet de voyager tout en restant dans notre cuisine, c'est pas mal. Ce précieux mélange est toujours vendu aujourd'hui dans les pharmacies de Lorient, comme si le carigos était un remède à la morosité. Un concentré explosif d'arômes qui continue de flotter dans les ruelles de Lorient, un parfum venu des Indes.